Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. On reçoit ce soir celui qui fut l'homme le plus fort du monde en 2002, un homme charismatique qui œuvre maintenant comme culturiste. Hugo Girard est avec nous. Salut Hugo, comment ça va? Ça va très bien. La route a bien été? Numéro 1, écoutez, avec le soleil qu'il y a, mettons que ça aurait été... on n'aurait pas des conditions qui étaient pires, à part la construction en arrivant ici à Saint-Georges, mais pour ce qui est du reste, ça a vraiment bien été, il n'y avait pas trop de trafic, puis on est bien heureux de venir dans le coin. Bon, bien tant mieux dans ce cas-là. Première des questions pour toi, j'aimerais savoir pourquoi tu voulais devenir à l'époque l'homme le plus fort du monde. C'est quand même pas quelque chose auquel on est habitué. Ben écoute, c'est le bon Dieu m'aurait fait beau, j'aurais fait des films. Mais il me fait gros, ça fait que là, je vais travailler avec ce que j'avais. Fait que j'ai décidé de lever des poids de devenir fort. Là. Non, sérieusement, mon père s'entraînait, puis comme tous les jeunes, moi je désirais être comme mon père. Puis à mes yeux, mon père c'était le plus fort. Puis je voulais être comme lui. Puis un peu plus tard, ben je lisais les bandes dessinées, puis les personnages des bandes dessinées ben étaient dotés d'une force surhumaine, puis des physiques imposants. Puis à l'âge de 12 ans, j'ai vu une compétition d'hommes forts à la télé, puis ça m'a rappelé les personnages des bandes dessinées que je lisais. Puis ça m'a rappelé aussi ce que représentait mon père à mes yeux, puis c'était à ce moment-là que le déclic s'est fait, puis que j'ai décidé que je voulais devenir l'homme le plus fort du monde. Entendre parler un peu de ton père, j'imagine que ton père était ton idole. Ouais, mais je pense que c'est pas différent, comme je le mentionne. Chaque jeune, à un moment donné dans sa vie, il a son père comme idole. C'est sûr qu'il y en a que c'est moins des exemples peut-être à suivre, mais peu importe. L'amour d'un enfant vers son père fait en sorte qu'à un moment donné, au courant de ta vie, tu regardes ton père et ça représente l'idéal que tu veux devenir. Et je n'étais pas différent des autres enfants. Ton rêve s'est réalisé en 2002. Ensuite, ça continue dans la voie des compétitions d'hommes forts pendant quand même quelques années. Est-ce que les compétitions de culturistes sont venues tout de suite après ou tu as pris quand même une petite pause de compétition? Ben, j'ai pris une couple d'années de pause parce que, et d'un, ça a pris un certain temps de faire le deuil avec les hommes forts parce que j'ai pas pris ma retraite parce que ça me tentait de prendre ma retraite. J'ai pris ma retraite parce que j'avais des blessures et j'ai eu plusieurs blessures sur blessures. Donc je revenais puis je me reblessais. Puis en 2008, à ce moment-là, c'était pas revenu à 100% encore. Puis je me suis reblessé. Puis là, ben, c'est là que j'ai décidé. Je pense que à un moment donné, il faut que tu apprennes quand est-ce le temps de sortir plutôt qu'on te montre la porte de sortie. Je le regrette pas maintenant. À l'époque, ça a pris un certain temps avec que je m'y fasse. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a une vie quand même après la vie d'athlète, puis on était impliqué encore dans le domaine de la santé, puis du conditionnement physique, puis on était dans l'alimentation sportive, mais le culturisme devenait un peu naturel parce que je m'entraînais encore fort. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer ça? C'est une façon aussi de me déprogrammer de l'entraînement d'homme fort. Donc, au lieu de travailler en force maintenant, je travaille plus en volume, puis au niveau de l'hypertrophie musculaire. Au niveau de l'alimentation, j'ai appris beaucoup. Tu changes ta morphologie. Et par la même occasion, ça me permet d'abaisser mon poids. C'est pas de dire qu'on est plus en santé, c'est un entraînement qui est différent, c'est un rythme de vie qui est différent. Puis à quelque part, mais écoutez, au lieu de peser 350 livres, puis t'en pèses 300 livres, c'est sûr que tu taxes moins un peu ton cœur, puis je pense que c'est une étape de ma vie que j'ai fait. Là, tu passes à d'autres choses, puis éventuellement, mais le culturisme, j'ai pas les mêmes ambitions que les hommes forts. Donc, en bout de ligne, je prends une compétition à la fois, puis je m'amuse. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir du plaisir. Je me lance des défis personnels, puis c'est sûr que en étant compétitif, ben, les défis que tu veux relever sont quand même assez élevés. Puis tant que je vais m'amuser, tant que je vais avoir un défi à relever, mais je vais continuer. Puis c'est pas dit que je passerai pas à d'autres choses éventuellement, mais c'est surtout une façon de faire qui me garde dans le sport. Et tu prêches par l'exemple, tu parles aux gens de se prendre en main, tu parles aux gens de se mettre en santé, tu parles aux gens d'abaisser leur masse adipeuse, de devenir plus musclé, d'être plus actif, mais pourquoi pas prêcher par l'exemple et le faire toi-même. L'idée de devenir culturiste vient d'où à la base? Ben, il vient du fait, écoute, quand tu t'entraînes, puis tu fais de la force, tu bâtis des muscles aussi. Donc, à quelque part, c'est un peu comme si c'était un cousin du sport du culturisme. C'est juste que l'alimentation est complètement différente. Et dans les hommes forts, c'est surtout l'aspect fonctionnel des muscles que tu veux exploiter. Alors que le culturisme, c'est beaucoup plus l'aspect visuel. Donc, tu deviens un peu comme un artiste. Moi, ce que j'aime, c'est la partie entraînement qui ressemble beaucoup à la partie homme fort au niveau de l'entraînement en salle. Parce que les hommes forts, c'est plus que l'entraînement en salle. C'est l'entraînement en salle, c'est l'entraînement avec les épaules.
épreuves, le cardiovasculaire. Tu fais du cardio aussi quand tu fais du bodybuilding. Mais le cardio est axé à baisser ton gras et garder ta masse musculaire. Alors qu'au niveau des hommes forts, c'est d'augmenter tes capacités aérobiques et anaérobiques pour pouvoir mieux performer, pour donner de l'intensité. Alors qu'au niveau du culturisme, tout est axé en fonction de l'aspect visuel. Mais ça reste que le style de vie est très santé parce que tu t'alimentes bien, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais du cardio, ton entraînement aussi. Puis l'entraînement, mais ce qui est le fun, c'est que je peux m'entraîner n'importe où. Alors qu'au niveau des hommes forts, ben, tu étais limité parce que c'est pas partout qu'ils ont des pierres et qui ont les objets avec lesquels tu dois travailler. Donc, ça me demandait un peu plus d'esprit d'initiative. Je devais avoir mes entraînements en fonction des endroits où je me déplaçais pour trouver des objets puis trouver des gens où je pouvais aller m'entraîner. Alors que là, ben, je rentre dans n'importe quel gym puis je peux faire mon training. Est-ce qu'il y a des sacrifices que tu es obligé de faire, des choses que tu peux te permettre en tant qu'homme fort que maintenant, en tant que culturiste, tu peux plus te permettre de faire? Ben, c'est surtout au niveau du plan alimentaire. En culturiste, tout est calculé. Puis c'est ça, l'idée c'est d'avoir le plus de muscles possible et le moins de gras possible lorsque tu compétitionnes. Par contre, t'es pas toujours en compétition. Puis il y a une grande partie de l'année que tu l'es pas. Mais d'un autre côté, c'est pas une raison. Encore une fois, moi, que je le dis souvent, c'est un style de vie. Et c'est comme les hommes forts. C'est juste que les hommes forts, on parle vraiment côté performance. Au niveau du côté culturiste, tu compétitionnes, puis tu es en top shape une fin de semaine. Le lendemain de ta compétition, tu es déjà en train de perdre la shape que tu avais parce que tu te mets à faire de l'eau, tu te remets à prendre du gras parce que c'est pas normal d'être à 3% de gras. Mais d'un autre côté, c'est un style de vie dans le sens, pourquoi tu te mets en forme, puis tu te garderais pas en forme. Tu n'es pas obligé d'être à 20%. Mais t'es pas obligé d'être à 3%, mais tu pèses entre les deux, par exemple. Fait que quelque part, c'est de trouver l'équilibre où ce que tu te sens bien dans ta peau, visuellement, quand tu te regardes, tu es content de ce que tu vois, puis en plus, ben, tu continues, parce que si tu le fais de façon compétitive, mais d'un autre côté, le culturiste, on dit le culturiste parce que tu vas pratiquer la compétition, mais tu peux le pratiquer sans faire de compétition. Ce qui veut dire, à ce moment-là, tu vas faire tout l'ensemble de la préparation, tu vas te garder en forme, tu vas garder un pourcentage de gras plus bas, puis d'un autre côté, ben, tu iras pas à l'extrême où ce que tu descendras pas à 3%, puis là, ben, tu moniteurs vraiment, excusez le terme anglophone, là, mais tu vas plutôt garder le contrôle de ta masse musculaire, garder le contrôle de tes tissus adipeux. Ça fait que tout d'un coup, tu es en contrôle de toi-même, c'est ça que tu apprends surtout. Tu apprends à mieux t'alimenter, à mieux t'entraîner, puis là, tu peux jouer avec ton corps. C'est incroyable ce qu'on peut faire, du moment que tu comprends comment ça fonctionne, puis tu as la discipline pour le faire. Au niveau du nombre de calories de l'épicerie, est-ce que tu as vu une différence entre les deux sports? Ah oui, tu manges beaucoup moins en tant que culturiste comme fort. Au niveau des hommes forts, malgré que sur la fin de ma carrière, on avait déjà commencé à changer. Les hommes forts, c'est plus ce que c'était, là. On les regarde à la télé, ils sont beaucoup plus en forme. T'as comme les deux extrêmes. Mariusz Pudzianowski ainsi que Yuko Aola ont vraiment changé la façon dont les hommes forts s'entraînaient et performaient. Donc, ils ont prouvé que tu n'étais pas obligé d'être overweight ou d'avoir une bédaine pour pouvoir être fort. Ben ça me fait rire un peu parce que c'est deux noms que j'avais parlé à Gabriel en dehors des ondes. Mariusz Pudzianowski, qui a fait un peu l'inverse de toi. C'est un gars qui était culturiste et est devenu homme fort. Et toi, c'est l'inverse. T'es homme fort, t'es devenu culturiste. C'est pas vraiment ça. Mariusz, non, Mariusz, lui, il faisait des arts martiaux au début. Par la suite, il était sur l'équipe nationale polonaise de boxe. Donc, lui, il était pas dans l'équipe qui allait participer aux Olympiques, mais il était sur l'équipe de pratique. Donc, éventuellement, il était proche de là. Et là, par la suite, il a fait la transition avec les poids haltères et il a commencé à compétitionner au niveau des hommes forts. Quand je l'ai connu, c'était pas le gars qu'on a vu lorsqu'il a remporté le championnat du monde. Mais c'était un gars qui était très athlétique, qui avait beaucoup de potentiel. Mais il faut dire aussi que le sport, ou plutôt la culture du sport dans les pays de l'Europe de l'Est, est complètement différente de ce qu'on retrouve ici. Dans ces pays-là, le support est beaucoup plus grand au niveau de l'État. Il y a plus de fierté. On est fiers de nos athlètes aussi, mais là-bas, ils sont beaucoup plus soutenus. Puis lui, dès le début, quand il a commencé, Mariusz était beaucoup plus petit, mais il y avait déjà une grosse équipe derrière lui, puis ça a pris 2 ans pour qu'il monte les échelons, pour qu'il devienne là, une vedette internationale. Donc, alors qu'ici, ben, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que tu dois en faire beaucoup plus par toi-même et tu n'auras pas nécessairement le même support. Est-ce que le gouvernement canadien pourrait faire quelque chose pour essayer d'encourager les gens d'aller dans ce domaine-là? Pour être franc avec toi, je pense que présentement, on va se concentrer peut-être à faire beaucoup plus pour nos athlètes olympiques. Oui, déjà, on est en retard sur certains pays. Oui, on est pas certain, sur pas mal de pays. J'aimerais ça qu'on parle de ta dernière compétition, Hugo. Comment ça s'est passé? C'était au niveau du Canada, je pense? Non, c'était aller faire le championnat provincial de culturiste. OK. Puis ça a bien été. J'étais pas à 100% parce que mon rythme de vie est quand même assez élevé dans le sens que je travaille beaucoup, je fais beaucoup de représentations.
J'ai des contrats personnels. De plus en plus, il y a plus de télé, plus de publicité. Donc, ce qui fait que ça m'amène à me déplacer beaucoup. Et quand tu fais de la compétition culturiste, tu dois vraiment être en contrôle puis avoir un peu plus de stabilité. Malheureusement, comme je l'ai mentionné tantôt, si mon objectif, c'était vraiment de tout mettre là-dessus, bien là, à ce moment-là, il faudrait que je coupe ailleurs. Mais comme je le mentionnais, moi, c'est un but, c'est une façon de promouvoir ma marque de suppléments alimentaires. C'est une façon de promouvoir l'activité physique. C'est une façon pour moi de rester en forme, de me challenger encore. Puis en quelque sorte, ben, je suis conscient qu'au niveau des efforts, il y a un entre-deux. Il y a des choses que je suis pas prêt à donner pour me concentrer sur une carrière sportive. J'en ai déjà eu une carrière sportive. Donc c'était plutôt une après-carrière. Puis j'étais assez en forme pour pouvoir remporter le titre. J'ai remporté dans les lourds chez les maîtres, donc 40 ans et plus. Ensuite, j'ai remporté chez les maîtres de toute catégorie. Et ensuite, dans le Open, qui était 40 ans et moins, donc la classe Open, j'ai remporté des super lourds. Donc, j'étais très satisfait de ma performance. Et puis c'est comme d'autres choses, il y a toujours de quoi améliorer. Donc, quand tu regardes ça, ben, tu te dis, bon, ben, on sait sur quoi travailler, mais on recommence, puis on est reparti l'année prochaine. Écoute, ah oui, vas-y. Tu fais beaucoup de conférences. J'aimerais savoir les sujets que tu aimes aborder dans tes conférences. C'est surtout au niveau de la préparation mentale, puis comment on fixe un objectif, puis comment on arrive à atteindre ces objectifs-là. Tu nous as un peu parlé de ta marque de suppléments alimentaires XPN. Comment cette aventure-là a débuté pour toi? Ça a débuté parce qu'en 2002, j'ai remporté le titre de champion du monde. Puis là, on voulait trouver une façon, ou je voulais plutôt trouver une façon de rentabiliser ça, puis de faire quelque chose qui allait m'aider à bâtir pour le futur. Puis l'idée, c'est que je voulais créer ma propre gamme de suppléments alimentaires. Puis je suis allé voir un gars qui est devenu mon partenaire, Daniel Bérubé. Puis lui, il avait le réseau pour pouvoir distribuer le produit. Puis là, ben moi, j'avais un nom. Fait que il a commencé à me parler, il disait pourquoi on se met pas ensemble. Puis là, à ce moment-là, ben, j'étais plus à titre de porte-parole, puis à titre d'image de la compagnie, puis éventuellement d'avoir la possibilité de pouvoir acquérir des parts dans la compagnie. Puis lorsque j'ai pris ma retraite, ben, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ben, je suis partenaire avec lui dans la compagnie. On a Crazy Nutrition, on a XPN, on a Delta Endurance Technologie. Fait que on a plusieurs gammes, puis on en développe d'autres d'ailleurs. Ce qui fait, puis la grande fierté de tout ça, au-delà de dire qu'on a la compagnie, puis qu'on a, je pense, une belle gamme de produits, c'est que ce qui est écrit sur le pot, c'est ce qu'on retrouve dans le pot. Puis ça, pour nous autres, c'est bien important. Puis c'est quoi? Parce qu'au courant de ma carrière, il y a plusieurs compagnies qui m'ont approché pour me commanditer, mais tu n'as jamais la certitude. Parce que toi, tu endoses un produit, mais tu participes pas au développement. On fait juste utiliser ton image. Puis malheureusement, mais s'il arrive de quoi, mais les autres changent le nom de la compagnie, puis ils ont reparti, mais toi, ton nom, tu viens avec, hein. Fait que je mentionnerai pas de nom, mais c'est arrivé à d'autres personnalités dans le passé. Puis je voulais pas prendre la chance. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais être vraiment impliqué dans le processus. Puis là maintenant, ben, on a notre propre plan de production. Donc on a vraiment le contrôle total au niveau de la qualité, puis au niveau des sources de la matière première, des provenances. Moi, ça fait 1 mois et demi, je m'entraîne là, avec le monsieur qui est à côté de toi, alias Éric Gosselin, et j'ai essayé ça des produits XPN, puis regarde, je ne peux pas dire un mot contre, que ce soit les shakes, que ce soit... c'est quoi la petite bartende là, tu m'as fait goûter l'autre jour? Là? Les barcarots. Ouais, ça, je vais te dire, c'est d'ailleurs, je peux pas manger une caisse, parce que au goût, c'est vraiment bon, puis en plus, j'ai été capable de te faire quand même c'est un bon supplément de repas, là. J'ai vraiment adoré tes produits. Pour le studio Santé Gym, les boys, je vous donne un peu la parole aux deux. Qu'est-ce qu'on va voir de Hugo Girard ce soir au studio Santé Gym? Ben, c'est pas compliqué. On va faire un entraînement. Un typique entraînement de ce que je fais maintenant. Puis je pense qu'il n'y a rien vraiment, on réinvente pas la roue, là. C'est surtout que tu fais un entraînement, les gens vont pouvoir peut-être voir des choses qu'ils n'ont pas vues, ils peuvent surtout te poser des questions. Pourquoi tu vas faire telle et telle chose? Les entraînements, moi j'aime ça m'entraîner. Je suis un gars qui s'entraîne intense. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Donc, l'idée, c'est que si tu fais en 1 heure plutôt, je disais, si tu te prenais 1h30 et tu es capable de le faire dans 1 heure, tu as fait un bon entraînement. Parce que quand tu prends trop de temps, trop de temps de repos, tu perds au niveau de l'intensité. Oui, il y a du temps de récupération. L'entraînement, c'est un peu le stimuli. C'est un peu comme la bougie d'allumage dans un moteur, c'est l'étincelle. L'entraînement va commencer à créer le concept de prendre du muscle. Mais ce qui va faire que tu vas vraiment prendre du muscle, c'est ton alimentation, ta supplémentation. Donc, la partie la plus importante, c'est l'alimentation et ensuite la supplémentation. L'entraînement, lui, c'est seulement l'étincelle qui va partir tout le processus de gain ou de perte de poids. Est-ce que pour des gens qui ne s'entraînent pas nécessairement, aller te voir ce soir, ça pourrait leur donner une petite piqûre? Ça va dépendre, ça dépend exactement de qu'est-ce que les gens recherchent. Vous savez, des fois, donner
d'inspirer des gens à se prendre en main ou à entreprendre des choses. Puis se prendre en main, c'est pas nécessairement au niveau physique tout le temps. Au niveau des conférences, c'est un peu ça qu'on touche. Pour moi, le défi, est axé vers le physique, vers le conditionnement physique, vers la performance. Mais pour d'autres personnes, leur but, leur objectif va être complètement d'autres choses d'à côté. Donc, c'est juste que le véhicule n'est pas le même. Mais je dirais que dans la pratique, la façon de réussir à atteindre un objectif, ça se ressemble beaucoup. Parce que les gens qui réussissent, ça n'arrive pas par accident. Les gens qui réussissent, c'est parce que, premièrement, ils ont identifié c'était quoi leur objectif, leur but à atteindre. Par la suite, ils croient en leur capacité de le faire. Et la partie la plus importante, c'est qu'ils travaillent fort pour le réaliser. Hugo, peut-être une dernière chose qu'on voulait te parler avant de te laisser partir. Le film Louis Cyr est sorti récemment. Veux pas. On t'associe au personnage parce que tu as été un des seuls dans le monde à être capable de lever un poids Louis Cyr. Peux-tu nous en parler un peu? En quoi ça consistait? Le poids, Louis Cyr? Le poids Louis Cyr, l'exploit que tu réalisais en levant le poids Louis Cyr. Je pense qu'au niveau de l'exploit, c'est pas... comment je vous dirais bien ça? L'idée de tout ça, au niveau de l'exploit, c'est pas... je me compare pas à Louis Cyr, c'est pas comme ça. Si on veut parler de Louis Cyr, de la façon que je vais le regarder, parce qu'un record, c'est un record, les records sont faits pour être battus. Éventuellement, quelqu'un va arriver et va le battre. Puis j'ai fait une belle performance, ça avait lieu à Saint-Joseph-de-Beauce, on a fait 22 répétitions. Mais j'aurais possiblement pu en faire plus. Sauf que le record était 21 ou 20 à l'époque. J'en ai fait 2 de plus. Puis là, c'est là que tu réalises que chaque moment qui passe, c'est un moment qui ne revient pas. Parce que peut-être que je ne tenterais pas de le rebattre, le fameux record. Et c'est là que je réalise que peut-être j'aurais été mieux à l'époque de dire je vais vraiment aller au bout pour donner comment je suis capable d'en faire. Mais tu penses pas, quand je performais comme homme fort, il y a beaucoup de choses que j'ai faites, et il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire, que j'ai pas fait, parce que je me disais toujours, on va pouvoir le refaire l'année prochaine, ou on se reprendra plus tard. Mais le plus tard, il t'arrive plein de choses qui changent la donne, mais tout d'un coup, tu passes à d'autres choses. Pour revenir à Louis Cyr, c'est un peu, je vais parler pour moi, parce que je peux pas parler pour les autres, mais Louis Cyr, c'est un peu comme, c'est notre ancêtre à nous autres, là. On est les héritiers de Louis Cyr dans le sens que on parle d'hommes forts au Québec, c'est très présent, parce qu'il y a des gens comme Louis Cyr qui ont passé, des Victor de la Mort, des frères Baillargeon. Donc il y a une culture de la force au Québec qui est très présente. Et le joyau de tout ça, c'était Louis Cyr, parce que Louis Cyr est devenu le héros d'un peuple au niveau des Canadiens français, parce qu'il a démontré, c'était le premier à excusez le terme, à donner une volée aux méchants Anglais, là, puis c'était lui le meilleur. Puis il voulait être le meilleur. C'est surtout ça qui est frappant. Je suis allé voir le film lors de la première. Puis ça a été vraiment un bon film. Je dois dire que ça a été meilleur de ce que je m'attendais. Et je savais qu'ils avaient mis vraiment le paquet. Écoutez, ils ont mis 8 millions pour une production québécoise. C'est beaucoup de sous. Donc, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils n'ont pas lésiné sur l'effort. Et ils ont vraiment... j'avais vu déjà des bandes annonces. J'avais vu du matériel. Puis c'était vraiment beau. Mais là, l'histoire, par contre... Il faut quand même que tu la racontes, puis c'est quand même romancé aussi. Puis là, tu regardes ça, puis le produit final, puis ce qui m'a frappé, c'est que mon implication au niveau du film était de l'aider Antoine Bertrand à vraiment s'inspirer, c'est quoi l'essence d'un homme fort? C'est quoi, quand tu vas faire de ça, là, si tu fais de la force ou tu vas faire un record, c'est quoi qui t'inspire, puis comment ça va transparaître dans ta manière de le faire. Et ça, je l'ai vraiment ressenti lorsque j'ai vu le film. Puis chapeau, parce qu'ils ont fait un beau travail. Puis je pense que les gens qui s'entraînent vont pouvoir se reconnaître là-dedans à un moment donné, en fonction de l'effort, en fonction de la concentration, en fonction du défi qu'il y a à faire. Puis ça, c'était quoi qui était bien important pour moi, parce que je me disais, lorsqu'on s'est rencontrés lors d'un atelier de travail, c'est que je me disais, ce serait le fun que des gens qui vont regarder le film, s'il y en a qui lèvent des poids, mais quand ils voient Louis Cyr à la télé en train de le faire, c'est comme ça que ça se fait. Puis que ça soit réaliste. Et ça, ils ont été en mesure de le faire, non seulement au niveau du mouvement, mais au niveau de l'esprit, puis qu'est-ce qui va t'inspirer, de l'inspiration au niveau de l'athlète, puis ça, on l'a retrouvé dans tout ça. Puis ça, ce qui m'amène à dire, c'est que quand j'ai fait un record, c'est que à chaque fois que j'ai compétitionné, puis que j'ai gagné ou j'ai pas gagné, mais tu essaies de t'inspirer de cette même source d'inspiration qu'un Louis Cyr a pu nous donner, où ce que quand tu fais quelque chose, fais-le avec de la fierté puis ça transparaît. Fait que peu importe si tu réussis, que tu réussisses pas, que tu gagnes ou tu gagnes pas, mais ce qu'ils vont se souvenir de toi, c'est de la manière dont tu vas l'avoir fait. Puis face à l'adversité, peu importe le résultat, mais tu vas avoir démontré que quelque part, tu es un athlète qui est fier, tu es un athlète qui est honnête dans sa performance puis qui a vraiment tout donné. Des paroles très sages pour conclure l'entrevue de Hugo Girard. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.